Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur Synapse TV, la chaîne exclusivement réservée à la santé mentale sous toutes ses formes. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui et nous allons plonger dans un sujet universel, intime, parfois merveilleux, parfois douloureux, l'amour. Parce que nos relations ont un impact sur notre santé mentale. Elles peuvent nous apaiser, nous construire, nous sécuriser, mais aussi nous fragiliser, nous angoisser ou nous faire perdre confiance en nous. Pourquoi certaines relations nous font autant de bien et d'autres autant souffrir? Pourquoi l'amour peut-il parfois réveiller nos peurs, nos blessures et notre anxiété? Et puis on va parler des défis de l'amour à l'ère moderne, en 2026. Les réseaux sociaux, les applications de rencontres, la comparaison permanente, la pression de plaire, de réussir son couple, d'être désirable. Quel impact tout cela a-t-il sur l'estime de soi, l'anxiété ou encore notre manière d'aimer? Avec mes chroniqueurs et nos invités, nous allons aborder toutes ces questions avec sincérité, nuance et sans tabou. Vous allez rester avec nous, j'espère, évidemment. Et avant de rentrer dans le vif du sujet avec les invités, j'ai pas résisté à l'idée de nous repasser cette petite capsule d'un film qui s'appelle Les Poupées Russes de Cédric Klapisch avec Romain Duris qui nous parle, je pense, merveilleusement bien de tout ce dont nous allons traiter tout de suite après. On vous retrouve tout de suite, merci. C'est quoi ce bordel avec l'amour là? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je l'aime vraiment? Et est-ce qu'elle m'aime autant que moi, je l'aime? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie? Pourquoi on se sépare? Est-ce qu'on peut réparer les choses quand on sent que ça se barre en couille? Toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps là. On peut pas dire qu'on y connaît rien, on est préparé quand même. On lit des histoires d'amour, on lit des contes, on lit des romans d'amour, on voit des films d'amour, l'amour là. Je crois qu'on ne peut pas mieux traiter du sujet comme ça vient d'être fait. Alors, bonjour à vous tous, merci évidemment d'être là. Alix, je rappelle que tu es notre lien avec la jeunesse, et pour cause. Merci. David. L'enchaînement. David, on est d'accord. David, tu vas t'occuper aujourd'hui plus particulièrement, je pense, un peu des seniors, hein, si j'ai bien... Ouais, voilà, on va parler de ma classe, comme on dit. Exactement, voilà. Merci, qui n'est pas la mienne, c'est pour ça que je suis friand. Delphine, notre philosophe préféré, qui va venir évidemment nous faire part un peu du regard philosophique sur le sujet. Et Nathalie, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, un psychiatre, et qui va nous donner le regard justement un peu psy, beaucoup même, sur l'amour. Et nous avons deux invités, une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Tess, merci beaucoup d'être là, alors là, qui va nous témoigner encore plus dans la jeunesse profonde de ce qu'est l'amour aujourd'hui. Et nous avons Astrid qui est présente aujourd'hui, qui a créé on peut pas dire une application, c'est un site, c'est comment un concept. Un concept, voilà, parfait, ça me va bien. Un concept mais que j'ai apprécié vraiment particulièrement, vous allez voir, c'est quand même assez génial, et ça va dans l'air du temps. Merci d'être venu. Alors, vous avez vu ce qui vient de se jouer devant nous. Vous en pensez quoi? C'est compliqué l'amour aujourd'hui? C'est à ce point-là? C'est plus qu'avant, moins qu'avant? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors je pense en effet que c'est compliqué. Bon, lui il a de la chance, il a eu visiblement une formation où il a appris à décrypter l'amour, et je crois que quel que soit l'âge qu'on a, on est confronté, je veux dire, à des problèmes d'amour. Ouais. Quand je dis que c'est un sujet universel, mais moi, naïvement, en fait, je me suis dit quand même, l'amour, c'est ce qui devrait être le plus simple. Dans toutes les complications qu'on peut avoir sur cette planète. En réalité, l'amour, ça devrait être le sujet le plus simple. Pas du tout, en fait. Hein. Alors là, je me suis planté. C'est ultra complexe. Qu'est-ce que t'en penses, Alix? Il n'y a pas de formation pour apprendre à aimer et à aimer bien, correctement. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est aussi difficile entre les générations, les comparaisons. Dire que c'est mieux avant, c'est toujours... le temps change, les époques évoluent, et tant mieux d'ailleurs, notamment pour les femmes et leur place dans les relations. Donc, moi, je pense que je suis assez positive sur ces sujets-là. Super. Merci, Alix. Ce qu'il y a de magique, c'est que finalement, l'amour fait la même chose, quels que soient nos âges. Donc, on a beau avoir 18 ans, 30 ans, 40 ans, on va vivre
et on va ressentir de la même façon et on va avoir les mêmes craintes, la même envie de réussir. Donc c'est aussi ça qui est magique, c'est que finalement ça rappelle aussi, ça nous rend presque plus jeunes que ce qu'on était parce qu'on revit. Les ressorts sont les mêmes, quel que soit l'âge. Exactement. Nathalie? Probablement, Probablement, oui. même s'il y a des variations hormonales au fil du temps. Oui. Non. Oui, bien Ah sûr. oui, d'accord. Bien sûr. J'ai hâte de savoir Voilà. ça. Moi, Bon, j'ai envie d'insister aussi sur la fonction de préservation de l'espèce de l'amour. Oui. C'est-à-dire que nous, on en parle comme ça, de façon sentimentale et romantique, mais que à l'origine, c'est un mécanisme, un processus instinctif qui permet de pérenniser la survie de l'espèce. ouais. Voilà, un petit mot quand même. Non, mais c'est intéressant, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est... Alors, on a l'habitude de ne pas prendre la parole à la place des autres, et donc à chaque fois qu'on a quelque chose à faire dire à quelqu'un, on le fait venir. Et donc, en l'occurrence, on voulait donner la parole aux jeunes, et elle est venue. Merci Tess, une fois de plus, d'être parmi nous. C'est adorable de t'être déplacée jusque-là. Tu es donc en terminale, bac, Exactement. et ça va, ça s'est bien passé? Ah oui, ça va, ça va. Ça a été? Oui, ça T'es va. contente? Oui, enfin, je pense, j'en sais rien, mais je pense. 18 ans, les relations amoureuses, comment ça marche? C'est stressant, pas stressant? Comment tu vis et comment vous vivez les choses à votre Bah, avis? moi, je pense que c'est quelque chose de plutôt stressant, parce que surtout avec les réseaux sociaux, on va beaucoup se comparer avec ce qu'on voit, les relations, même avec les films, les séries. Surtout sur Netflix, c'est très romantisé. On voit pas vraiment l'envers du décor et ce qu'on peut ressentir. Donc, ça peut être très stressant, moi, je pense. Les réseaux sociaux ont apporté un stress supplémentaire? Tu Ah oui, penses oui. ça? D'accord. Oui, oui. Parce que c'est mis en scène sur les réseaux, c'est ça? On voit que le côté positif, on voit que ce que les couples veulent montrer. Donc forcément, si on a un problème avec notre partenaire, on va se comparer au couple qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Donc que l'aspect parfait du couple. Donc ça veut dire qu'il y a une peur dans un début de relation d'être rejeté ou de ne pas être à la hauteur de ce qu'on peut voir sur les réseaux, c'est ça? Bah que vous oui, je vivez? pense aussi. Enfin, nos standards, ils sont hyper élevés à cause des réseaux sociaux et à cause de tout ce qu'on voit. Et moi, je pense que du coup, oui, ça biaise beaucoup nous ce qu'on va ressentir dans la relation. Et forcément, on va penser que c'est un problème si on a une dispute avec notre partenaire, alors que c'est quelque chose de normal dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale d'ailleurs. Parce que vous analysez tout maintenant entre vous. Vous avez les vues. Quand c'est vu, il me répond pas. Combien de temps il a mis pour me répondre? Bah oui, voilà, c'est pour ça. Surtout, oui, maintenant, on peut psychoter beaucoup plus facilement s'il n'est pas chez lui ou il n'est pas à un endroit normal où il devrait être. On peut se dire que il va forcément, il est allé voir quelqu'un d'autre, il nous aime plus, il nous répond plus, alors que ça se trouve juste, il n'avait pas le. Donc ça, pour que je comprenne bien, parce que je suis quand même en une petite distance tous les deux, c'est par exemple Snap. Donc Snap vous géolocalise tous, Ça dépend, on peut accepter, on peut. majoritairement. Majoritairement, oui. Oui. Mais on n'est pas obligé d'accepter pour le coup. D'accord, mais dans l'absolu, je pense que vous êtes quand même très reliés, c'est ça. Et alors donc à un moment donné, ton petit copain, je ne sais pas si tu as un petit copain, mais ton petit copain, si tu en as un, te dit je suis là, et en fait tu vois qu'il est ailleurs, là ça pose problème là. Bah oui, mais après là il y a aussi une question de mensonge surtout. Ouais. C'est pas, Non, mais c'est ça. Mais donc, c'est pas pareil. ouais. Non, mais donc très vite tu peux te rendre compte s'il Oui. y a... Ah oui, s'il ment, je le saurais direct. Qu'est-ce que vous voulez poser? Vous avez des questions, j'imagine Oui, ça pose quand même la question du secret et de est-ce qu'on doit tout dire, est-ce que voilà quand même. Et de la qu'on confiance. dit- ouais, ouais. Ouais. Moi je pense, avec les réseaux, non, surtout avec les séries, on a l'impression qu'ils se disent tout, que vraiment une relation faut tout se dire. Après moi je pense que c'est normal d'avoir un peu des secrets, de pas tout dire tout le temps, même juste des petites psychoses, on va pas forcément le dire dès qu'on voit notre partenaire, ça sert pas forcément. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a encore envie de se projeter dans un schéma, je vais dire, un peu long terme, longue histoire, ou on a au contraire envie de profiter, d'enchaîner, que ce soit des garçons ou des filles de façon très fluide? Quel est un peu le mode de fonctionnement? Moi je pense que ça dépend, mais après de nos jours, même nos parents, les couples plus âgés, il y a beaucoup de divorces, beaucoup de familles monoparentales, donc ça donne pas forcément une vision où on va se dire forcément on va rester toute notre vie avec cette personne. Après il y a aussi quand même les grands-parents, donc on a quand même encore une génération avant qui fait que peut-être on peut se dire peut-être qu'en fait ça peut vraiment marcher jusqu'au bout, mais je pense qu'on est un peu jeune pour se dire ça va durer toute la vie. On sait que ça va pas durer toute la vie, mais moi, je pense qu'on est un peu jeune encore pour se dire ça. Il y a une réflexion qui te fait dire que potentiellement ça va être compliqué de tenir toute une vie, mais l'envie que ça dure existe chez vous aussi? Personnellement, oui. Je sais pas pour tout le monde, mais je pense que quand on aime, oui, on a forcément envie de rester avec la personne jusqu'au bout. Et comment tu le sais que tu aimes?
Bah, je ne sais pas. Je n'ai jamais aimé quelqu'un, Ah, mais... d'accord. Ok, question blanche, on refait autre chose. D'accord, mais quand tu discutes, tu as des copines qui sont... Oui. Et elles expriment ça comment elles peuvent plus se passer de l'autre. Il faut qu'elles soient tout le temps avec Bah, elle. j'ai une copine qui est avec son copain depuis 4 ans et ils se voient vraiment tout le temps, c'est limite ils habitent ensemble. Donc je pense que là on se rend compte que bah oui, on peut pas se passer de l'autre, elle pense tout le temps à lui, elle parle tout le temps de lui, s'il est pas là, ça l'énerve. C'est pas que ça l'énerve, mais bon, elle aimerait bien le rejoindre après parce qu'on a tous le même groupe de copains. Donc quand on fait un truc entre filles et qu'eux ils font un truc entre garçons, bah, on va aller les rejoindre après, et ça va lui faire plaisir qu'on aille voir son copain. Eh ben, enfin, je sais pas ce que vous avez vécu à 18 ans, mais moi j'ai fait ça aussi. Hein. mais non, mais ça n'a pas changé en fait. L'envie d'être avec Oui. eux tout le temps, ça demeure. Je trouve ça plutôt encourageant. C'est Oui. génial. C'est Ah oui. génial. Alix qui fait le lien, puisque tu es quand même plus proche d'elle que de nous, quand même. un petit peu. Oui, je pense. Hein. Comment ça, oui, je pense. Moi, ce que je voulais faire d'abord, bon, Tess, si tu joues, ça va être compliqué, mais j'avais prévu un petit quiz. Je me suis dit, pour parler des jeunes, ce qui allait être intéressant, c'est d'abord de se poser la question du vocabulaire. Et donc, je vous ai préparé un petit lexique de la Gen Z. Donc, je vous propose de deviner à quoi correspondent les mots, bon, assez rapidement. Voilà, j'ai 5-6 mots à vous présenter. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un crush? Oui. Nathalie, dis-nous. Coup de cœur. Ouais. Ouais. Ok. Et un pain? Si, le pain, il y a le pain brioché, il y a le pain rassis. C'est la même chose Ouais. que le crush, c'est un petit coup de cœur et il faut aller à la boulangerie pour aller chercher son pain. La boulangerie, Non. voilà. Le pain PAIN, ça s'écrit Oui, comme ça c'est ça. Ouais. Donc j'ai un pain pour quelqu'un, ça veut dire ça? Non, Non. c'est mon pain, c'est mon Ah, crush. c'est mon. D'accord. C'est mon- D'accord. Ça, tu sais, toi, tu nages, t'es chez Oui. toi là. Ouais. D'accord, ok. Alors attends, dis-nous maintenant ce que c'est que la boulangerie. La boulangerie, parce qu'il y a plusieurs pains. Voilà. Voilà. Bah oui, on est moderne. Hein, Ah non, mais on y est là, 2026, on y est. On retourne aux fondamentaux C'est ça. de quelque chose qui se mange. Enfin, non, mais c'est Et tout se passe dans le fournil, voilà. Ah bon, David, non, il n'y a pas le fournil. Le stalking. Quand on surveille. Ouais. C'est le fait surveille d'observer, l'autre. mais Très discrètement. angoissant, d'ailleurs. Oui, mais c'est pas juste. Astrid, elle est immergée dans l'amour toute la journée. On est largués, nous. Je suis entre les deux, moi, donc j'ai lancé un mot, le nouveau mot. Génial. Mais c'est discret, hein. On est vraiment sur... on se surnomme parfois le FBI, c'est un peu... D'accord. Ouais, Ça c'est peut ce qu'on être des disait. Hein. recherches, Ouais. Ça peut être des recherches sur les réseaux sociaux, sur Google. Voilà, je l'ai stalké pour savoir Qu'est-ce qu'il qui fait? c'est, D'accord. qui il est, qu'est-ce qu'il fait. C'est plus googlisé, c'est stalké. Oui, mais dans un contexte. On commence simple, hein, pour commencer. Pécho, Bah, c'est avoir une relation. C'est- non. Chopé. Ouais, c'est le Ouais. verlan de choper. D'accord. Bon, voilà. Red flag ou green flag? Ah, j'adore. Red flag, c'est quand il y a une alerte chez quelqu'un. Ah, c'est no way. Ouais, voilà. Le red flag, c'est no way. c'est le Délect critère. test, tu sais. C'est voilà, c'est Elle quand connaît ça va tout par pas dans cœur. une relation. Ça va pas le faire. Et au contraire, un green flag, ça va être positif et rassurant. Le love bombing, ça on en parle beaucoup nous sur les réseaux sociaux. Quand on donne plein d'informations pour donner envie de commencer une histoire, et en fait, c'est juste une technique d'appât. C'est une logique de manipulation. C'est ça. Voilà. Ah, quand même. Ah, mais de Ouais, ouais. manipulation. Ah oui, ça veut dire on donne. connais ça Non, ça, j'avais pas. Ah, tu t'as pas le truc? Non. C'est quand au début on donne beaucoup d'attention et puis d'un coup on prend un peu de distance. La situationship, La relation amoureuse? non. Non. Tess. Oh, non, mais c'est quand tu sais pas trop où tu te situes avec la personne. Voilà, c'est. T'es en date déjà ou pas? Non, bah, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est ambigu, il n'y a pas de mots. C'est pas un D'accord. couple, mais on n'est pas célibataire non plus. Tu sais, Marc, c'était peut-être dans la friend zone. Mais c'est ça. Voilà. Le ghosting, Ça, c'est quand on refuse, on le met à l'ombre, quoi. Enfin, Quand on ne répond plus et qu'on Oui. ignore. C'est ça. voilà, C'est du terrible. jour au lendemain, plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Ouais. Donc ça fait souvent, j'imagine, des traumas en cabinet pour certains. Le goumin, plus dur là. C'est l'épice qu'on met sur le. Le poisson. Le goumin, personne? Et c'est le partenaire? Non. Le crush? Non. Tess? C'est quand on est triste par rapport à une relation de quelqu'un. quoi. Voilà. Dis-moi, tu avais tout ça au bac? Il fallait que tu répondes parce que là, tu maîtrises, hein. J'aurais bien aimé. Le princess treatment. Ah, c'est considéré. Grande princesse. Oui. Ouais. Ouais. C'est vraiment le fait d'être traité, avec beaucoup d'attention, de cadeaux. Un hic. Un hic. I-C-K.
en anglais? Non? Bah, je vous propose une petite vidéo pour illustrer ce que c'est un hic. You look so dumb right now. Voilà, c'est un petit détail qui fait que bah, c'est mort. Voilà, donc par exemple les sockets, c'est... Confirme. ça- Elles sont on parlait d'exigence, voilà, Ah oui, là, on y est dedans. Hein. Ah oui. Et dernier, le RIZZ, R-I-Z-Z. Je vois ça. C'est un truc qui se mange. Ça serait mieux d'ailleurs. Hein. C'est un détail ou un comportement qui fait perdre toute attirance presque instantanément. C'est un peu comme un hic. Comme les sockets. Voilà, ça pourrait. C'est un tue-l'amour. Alors, Ouais, c'est un tue l'amour. Ah, voilà. Ouais, voilà. Exactement. avant de lancer ton deuxième sujet, merci Alix, on va dire au revoir à Tess qui va nous quitter parce qu'évidemment, à l'âge qu'elle a, vous vous doutez bien qu'il y a tous les copains qui l'attendent dehors pour aller fêter ça. Merci mille fois d'être Merci. venu, c'est Merci, adorable. Tess. Merci beaucoup. Et à très bientôt, merci encore. Merci pour cette mise à niveau là. Oui, vraiment, excellent. Et on croise les doigts pour les examens, tout ce qui va arriver derrière en termes Super, d'école. merci beaucoup, c'est Merci gentil. bien. Quand on m'a demandé de parler des jeunes et de l'amour, je me suis dit, bon, bah, mon cas à moi représente pas forcément tout le monde, donc quoi de mieux que d'aller interroger bah, les jeunes directement. Donc je vous propose un petit micro-trottoir qui reprend un petit peu tout ce vocabulaire, donc révisez bien pour bien suivre cette petite vidéo. Ok, super, merci. Comment on rencontre quelqu'un en 2026? Je pense qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup sur les applis, notamment sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, Hinge ou Tinder. Et aussi beaucoup, on est invité à des soirées de potes, des anniversaires ou des mariages aussi. C'est les vacances, une belle plage, du soleil et une bonne ambiance. Je pense qu'il faut briser les codes et, je sais pas, partir en vacances tous les deux et voir si ça match. Comme ça, c'est évite 4 mois de drague et de verre trop cher à Paris. C'est quoi ton plus gros red flag chez quelqu'un? Les fautes d'orthographe, l'éloquence, la façon de parler, la façon de se tenir, de respecter les serveurs, toutes les personnes que tu peux rencontrer au quotidien. Quelqu'un de radin, je dirais, qui est un peu proche de ses sous et qui compte un peu dans notre vie de couple. Pour moi, un mec aujourd'hui qui est un peu trop jaloux, qui te laisse pas assez respirer, qui est vraiment trop sur toi et qui t'empêche de vivre, etc. À partir de quand on est en couple selon toi? Après un bon date et un petit bisou, c'est ok, on est en couple. À partir du moment où on a déjà fait plusieurs dates avec la personne, on s'est embrassé, on a déjà commencé à coucher ensemble et que les deux personnes disent vraiment qu'elles veulent quelque chose de sérieux. Les deux personnes qui sont censées être en couple le sentent au bon moment. Il faut apprendre à se connaître, même si ça prend 3 à 4 mois. Et après, au fur et à mesure du temps, le feeling, il passe et puis voilà, quoi. Moi, c'est à partir du moment où t'en as parlé avec la personne et que t'as mis le mot couple sur le couple. Là, t'es en couple. Avant d'avoir mis le mot, t'es pas en couple. À partir du moment où on embrasse la personne, comme dans les années 1970. Les situationships, c'est de la liberté ou de la peur de l'engagement? C'est de la peur d'engagement. Ça peut être le début d'un couple. Ça peut être aussi genre quelqu'un qui a pas envie de poser le mot sur la relation, tu vois, et qui va dire qu'on n'est pas en couple juste parce qu'il a peur de poser le mot. Donc c'est plus une peur d'engagement. C'est clairement de la peur de l'engagement parce qu'aujourd'hui la liberté, je pense que tu la ressens quand t'es avec la bonne personne et dans une bonne relation. Tu as déjà ghosté ou été ghosté? Alors je n'ai jamais ghosté, mais oui, j'ai bien été ghosté moi. Et franchement, c'est pas quelque chose à faire, c'est horrible. J'ai déjà ghosté, j'ai déjà été ghosté et pour moi, c'est ok. C'est ok de ghoster quand t'es plus en ligne avec la relation et faut comprendre. Faut pas mettre des mots sur tout. Moi, c'est pas du tout ok parce que c'est complètement immature et c'est juste quelqu'un qui a peur et qui n'a pas le courage d'arrêter la relation et qui va juste disparaître du jour au lendemain et c'est absolument immature. Est-ce que tu stalkes sur Insta quand tu rencontres quelqu'un? Oui, je stocke sur Insta parce que pour moi c'est hyper important, ça permet de voir un premier avis sur la personne. Oui, très souvent je regarde ses stories à la une et si on a des amis en commun. Les applications de rencontres, elles ont aidé ou détruit l'amour? Pour moi, elles ont d'une certaine manière aidé quand même parce que j'ai plusieurs exemples autour de moi qui ont fini mariés avec des enfants, donc ça peut marcher. Je pense aujourd'hui c'est tellement compliqué de pouvoir rencontrer quelqu'un naturellement qu'au final on est toujours un petit peu poussé à passer par ces applis de rencontres parce que même si c'est pas des applis, ça va être Instagram, ça va être les réseaux sociaux, ça va être autre chose. Pour moi ça a détruit parce que c'est vraiment pas du tout le monde réel, c'est vraiment que du virtuel et c'est assez fake. Je dirais un peu des deux, je pense que dans un certain contexte ça peut aider pour des gens qui peuvent être un peu timides, mais je pense que dans un autre contexte ça a quand même vachement abîmé les relations humaines qui sont quand même hyper précieuses. L'amour aujourd'hui c'est plus compliqué qu'avant. Avant on avait beaucoup moins d'opportunités de rencontres. Aujourd'hui, elles sont multipliées. Avant, il y avait aussi des valeurs qui étaient beaucoup plus fortes. On n'osait pas partir d'une relation au premier challenge.
Mais par contre, il y a quand même une bonne chose, c'est qu'on a l'avantage de faire beaucoup plus de rencontres et peut-être de moins avoir ce risque d'être bloqué dans une relation. Où il y en a qui peuvent se sentir bloqués depuis des années, qui osent pas, etc. Je pense surtout aux femmes. Beaucoup plus compliqué qu'avant. La tromperie qui est devenue tout à fait banale. La facilité, quand on s'embrouille avec son partenaire, au final, au lieu de régler les choses, dès le lendemain, on va aller trouver une nouvelle femme ou un nouvel homme sur les réseaux sociaux. En fait, c'est toujours la quête de toujours plus. Aujourd'hui, je trouve qu'on est moins dans le réel avec toutes les applis de rencontres. Aussi, beaucoup de plans C aussi. Donc, avec la génération Z, comme on dit, c'est vrai que les gens sont beaucoup plus libérés qu'avant. C'est beaucoup plus compliqué de se mettre en couple, mais moins compliqué d'avoir des relations temporaires. Offrir des fleurs en 2026, c'est ringard ou c'est toujours à la mode? Les mecs pensent que c'est ringard, nous, c'est toujours à la mode. Donc n'hésitez pas à en offrir quand vous voulez. Dit-elle avec un énorme bouquet de fleurs. Je trouve ça génial. Alix, moi je veux ça à toutes les émissions. D'accord, C'est c'est noté. Alors ceux qui sont floutés, j'imagine que c'est parce qu'ils sont en date avec plusieurs personnes, ils veulent pas qu'on les reconnaisse. C'est ça l'idée? Certainement. Ça doit être ça. J'ai signé un contrat de... Je peux pas dire. D'accord, ah, tu peux Top même pas secret expliquer pourquoi. défense, vous irez stalker sur Instagram si vous voulez. On va stalker. Et on va ghoster ceux qui sont pas friendly. Bon, ceci dit, c'était pas évident de suivre tout ce qui a été dit. Donc merci Alix de nous avoir Ah ouais, donné le lexique. Ah, il avant, fallait, hein. fallait briefer. Ouais. Et encore, j'ai pas... Alors, Nathalie, si ça t'ennuie pas, on va essayer quand même de recentrer le débat autour de la santé mentale, parce que Oui. c'est un petit peu le concept qui paraît ici. Comment l'amour et la santé mentale s'influencent-ils réciproquement? Comment ça fonctionne en fait? Alors l'amour, ça active plein de zones dans le cerveau, des circuits, ça produit des hormones, des neurohormones qui vont diffuser et dans le cerveau et dans le corps tout entier. Donc il y a différentes phases et donc au moment de la rencontre, de l'attraction initiale, etc., il y a une espèce de profusion comme ça qui agit et puis au fil des mois, quand les choses perdurent, voilà, il y a d'autres hormones qui vont venir prendre le relais. Et donc, ces premières hormones, elles donnent de la confiance, elles favorisent l'estime de soi, elles donnent de l'apaisement, elles donnent de l'énergie. Voilà. Et en ce sens, évidemment, ça plaide pour la dynamique de la santé mentale. Donc ça, c'est la version heureuse de l'amour. Mais évidemment... Ça, c'est quand ça se passe bien, c'est ça? C'est quand ça se passe bien. Ok. Voilà. Évidemment, l'amour, c'est une émotion et donc elle fait partie, comme tout le champ des émotions, de processus chaotiques. Et donc, évidemment, elle peut être aussi source de conflits et donc activer des réactions de stress, avec tout le cortège de symptômes de stress. Et même, là on parlait en cas de ghost, c'est ça, voilà, vraiment de choc, d'état de choc, activer le circuit de la douleur. Donc la douleur morale, sentimentale, active exactement les mêmes circuits que le circuit de la douleur physique. Voilà, donc quand on souffre vraiment. Enfin, quand on a une peine de cœur, physiquement, on est vraiment mal. Est-ce que tu ressens des choses dans le cœur quand tu souffres d'un chagrin d'amour? Elle ne connaît pas le chagrin d'amour, elle. Marc. Marc. Voilà, tu vois, il suffit de regarder ton expression, on voit bien que, hop, ton timbre de voix se pose, tes yeux se ferment, ton corps réagit. Donc, bien sûr, le corps est omniprésent. Et dans les joies et dans les peines. Fatalement. David? C'est quoi? Tu t'attends que je rebondisse là-dessus, moi, maintenant Non, pas du tout. T'avais peut-être sur le lien entre la santé mentale et l'anxiété, le stress. Ah mais complètement, voilà. Alors il est encore un peu tôt pour que je prenne la parole, mais en effet, je vais rebondir sur ce qu'a dit Nathalie. Bon, génial. J'avais quand même aussi autre chose à dire, c'est que à l'inverse, on n'est pas obligé d'avoir une bonne santé mentale pour avoir une vie amoureuse et sentimentale. Dieu merci. Voilà. Et les critères de l'Organisation mondiale de la santé pour sont évidemment très normatifs. Dieu merci, on n'est pas obligé de rentrer dans des normes des normes de santé mentale pour vivre de l'amour. Pour vivre une histoire d'amour. Oui, mais quand tu dis on n'est pas obligé d'avoir une bonne santé mentale pour vivre le plein amour, mais en revanche, vivre le plein amour et le parfait amour contribue à avoir une bonne santé mentale. Tout dépend de combien dure le parfait amour.
Et comment tu le, voilà, comment tu le fais évoluer. Alors, justement, pour que les... Pardon, vas-y, je t'en prie. Du coup, quand on dit qu'il faut, on nous dit souvent, il faut s'aimer soi-même d'abord pour aimer quelqu'un. Mais si on n'est pas en très bonne santé mentale, par exemple, ça n'empêche pas d'avoir des relations. Il ne faut pas se l'interdire. Mais bien sûr que non. Ça n'interdit pas. C'est juste que ça va être un petit peu particulier. Et Dieu merci. Ok. Mais pour arriver à connaître, à rencontrer, en 2026, je ne sais pas si vous êtes quand même au courant, ça s'est quand même vachement complexifié. C'est pas juste bonjour dans la rue et on va prendre un café. Ça c'était un peu avant. Même si beaucoup souhaitent ça, c'est quand même difficile parce que les réseaux sociaux sont arrivés là-dessus. Et aujourd'hui, on scrolle et on choisit et non et oui et non et oui. Et il y a eu un nombre de réseaux sociaux qui sont nés d'applications de rencontres. Je ne sais pas combien il y en a à répertorier, mais je sais pas, il y en a une cinquantaine. C'est complètement dingue. À se demander si tout le monde y est et sur toutes les applications en même temps. Et j'ai l'impression quand même, en tout cas c'est un petit peu ce que j'entends, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ça déshumanise un petit peu l'histoire. Hein. Je trouve que d'être sur une espèce de benchmark complet où on choisit ça comme si on choisissait notre lave-vaisselle, notre frigo, ou la future voiture, ou la clim, enfin je trouve que c'est un petit peu... On n'est pas loin de ça. Et j'ai eu l'occasion de tomber sur une communication, Astrid, que tu as faite, évidemment, j'imagine, avec un concept que moi je considère nouveau, mais il ne l'est sans doute pas. Alors d'abord, Astrid, merci d'être là, vraiment, d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous. C'est toi qui as créé ce concept. Oui, il y a 3 ans. Dixner, D-I-X-N-E-R. On mettra évidemment les liens dans la vidéo, ça va de soi. Ça t'est venu comment cette histoire? Parce que là, on est complètement en dehors de ce qui existe. Oui, je suis à l'opposé complet. En fait, ça m'est venu il y a 3 ans parce qu'on sortait du Covid. Il y avait beaucoup de télétravail. Donc, je me suis sentie très vite isolée à travailler seule comme ça à la maison. Pourtant, j'étais très entourée. J'avais beaucoup d'amis. J'étais déjà mariée. Donc, ce ressenti un petit peu de solitude, je me suis dit, tiens, ça me rajoutait de la charge mentale. Mes copines n'étaient jamais dispo. On faisait des groupes WhatsApp dans tous les sens. Ça marchait jamais, la babysitter est malade, etc. Du coup, j'en ai eu assez. Je me suis dit, tiens, pourquoi il n'existe pas quelque chose pour se faire des nouveaux amis, mais de façon très bienveillante, avec des centres d'intérêt partagés, en même temps des complémentaires. Et il n'existait rien à part les applications de rencontres amoureuses. Et comme c'était pas mon cas, je voulais pas faire ça à mon mari. Donc, du coup, j'ai créé le concept de pas savoir quand, où et avec qui tu vas dîner, mais tu sais que la soirée, elle est faite pour toi. Alors, donne-nous un peu plus de détails quand même. Avec plaisir. Comment ça fonctionne? Donc, c'est quoi? C'est un site? C'est une application? C'est un site. L'application va sortir, là, je vous le dis en exclusivité, courant juin. Et c'est un site sur lequel on s'inscrit, on remplit un rapide questionnaire, une vingtaine de questions. C'est des questions sur le régime alimentaire, pour en connaître un petit peu plus. Voilà, le métier, les passions, etc. Le métier, c'est juste pour pouvoir justement ne pas créer une after work, mais justement mixer les métiers. Voilà, c'est pas une question de revenus, de demander le métier. C'est une question de justement pas dîner avec 3 banquiers. Après, ça parle que de boulot et tout ça, ou autre. Mais donc ça, c'est juste pour les banquiers sont forts demandeurs de cette... Je ne suis pas là pour révéler tous mes secrets. Ok, pardon. Non, toute classe sociale est représentée, tous métiers sont représentés, voilà. Et donc je disais oui, donc on remplit ce rapide questionnaire et ensuite on va avoir plein d'expériences diverses et variées, toujours avec un lien autour de la nourriture parce que c'est ce qu'on préfère aussi, c'est le moment préféré des Français. La convivialité. Voilà, ouais, c'est convivial, on partage, les langues se délient plus facilement un verre à la main aussi, même si c'est un soft, mais c'est voilà, pour la présence aussi. Et donc, on rencontre des personnes qui sont là pour les mêmes choses au même moment, passer un bon moment, dans toute bienveillance, raconter ces histoires et écouter celles des autres. Et du coup, les échanges sont vrais parce qu'ils n'ont pas toute cette toxicité en amont que peuvent avoir les applications de rencontres amoureuses. Il n'y a pas de, surtout, il n'y a pas de ghosting, il n'y a pas de photos, il n'y a rien. On vient pour ce qu'on est et on rencontre des gens pour ce qu'on est vraiment dans la vie et pas pour ce qu'on représente. Génial. Et donc ça fait 3 ans maintenant, c'est ça? Ça fait 3 ans. Donc ça fait 3 ans. 3 ans et des courtes nuits, oui. Pas beaucoup de sommeil. Je ne sais pas combien de dîners tu as organisé. Plus de 6000. Ok, c'est la réponse à ma question. Donc 6000, tu as le recul aujourd'hui sur la façon, bien sûr, oui. la façon dont les gens ont envie de se rencontrer, la façon de s'aimer, etc. Est-ce que tu peux nous en dire quelques... Oui. En fait, c'est vrai que c'est sociologiquement extrêmement intéressant parce qu'on a tous envie d'amour toute période de notre vie, tous nos âges. On se rend compte que
que voilà, c'est vraiment fédérateur et universel aussi de parler d'amour à table, parce que évidemment c'est un sujet qui est omniprésent, même si c'est pas le principal, mais chacun raconte un peu ses histoires, donc évidemment il va y avoir la dernière peine de cœur, et toi tu es sur les applis, c'est des sujets qui reviennent beaucoup, donc j'en sais beaucoup aussi sur voilà, les besoins et les demandes, et surtout la fragilité que ça a pu créer chez certains de mes convives, justement, d'avoir que des épisodes malheureux, d'avoir été ghosté alors qu'on n'avait même pas rencontré la personne. Et nous, justement, on est vraiment loin de cette toxicité-là, c'est-à-dire que voilà, on rencontre des personnes qui sont un livre ouvert, on en est un également, on est tous sur le même pied d'égalité, on est tous là pour passer un bon moment. Donc il n'y a pas de jugement, il y a vraiment que c'est très convivial, très bienveillant. Tu sens que la demande... Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai beaucoup de célibataires parce que justement, on a un nouveau moyen de se rencontrer. Comme il n'y a pas toutes ces photos, parler avant, se faire ghoster, etc. Du coup, les gens aiment bien ça, pour se faire des vraies rencontres dans le réel, lâcher les écrans. On est bien trop dessus déjà. Et du coup, oui, ils en parlent beaucoup. Ils cherchent l'amour et en fait, ils aiment justement venir sans l'étiquette dating qui clignote, je cherche l'amour, et c'est comme ça qu'ils le rencontrent à notre table. Oui, c'est pas du tout un speed dating, ça n'a rien à voir. On vient dîner. On vient dîner, et on rencontre c'est le des petit gens. plus. C'est ça. Mais on a créé énormément de couples justement pour ces raisons-là, parce qu'on vient pas pour ça, donc c'est pas un speed dating comme je le disais, c'est pas écrit sur notre front, on parle pas que de ça, c'est un sujet qui est fédérateur, donc il vient sur la table, c'est le cas de le dire, mais en revanche on vient pas là en disant coucou, je cherche l'amour et toi. Donc on tombe plus facilement peut-être amoureux de quelqu'un qui est léger et soi-même à un moment. Je sais pas ce que plein de questions. Hein. Pardon. J'ai plein de questions. C'est génial. Je trouve qu'à l'époque des réseaux, franchement, de l'IA, parce que on va pas en parler, mais à l'époque de l'IA qui déshumanise complètement le lien, ça réintroduit justement la rencontre, le toucher, même une poignée de main, quoi. Enfin, tu vois. Et donc je trouve ça génial. Oui, parce que quand tu en parles au départ, moi je comprenais vraiment de recréer, c'était de recréer du lien social. Voilà. Oui. Bon, et puis visiblement il y a des couples qui se créent. Des questions pratico-pratiques. Des dîners de combien de personnes? Ils sont mixtes. Est-ce que peut te venir l'idée aussi de créer des dîners pour des gays, pour des lesbiennes ou voilà. Bien sûr, ça, on en fait également, évidemment, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous ont dit si on aimerait aussi nous rencontrer des nouveaux amis, parce que à part nos amis d'amis ou sortir dans des lieux qui sont dédiés, c'est un peu restreint. On a envie de s'amuser et de rencontrer voilà des personnes où on peut parler de nos mêmes problèmes d'amour, des enjeux, puis aussi le sujet de comment je l'ai annoncé à mes parents à un moment, ou des personnes qui l'ont pas encore annoncé à leurs amis. Enfin, des sujets qui nous tiennent aussi beaucoup à cœur et qu'on a envie de protéger et de préserver avec des personnes avec qui on a envie d'en parler. Moi, je pense que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je nous le souhaite, oui. Franchement. Non, mais franchement, à l'époque où il y a autant de souffrance autour de la solitude, je trouve vraiment ça devrait être pris en charge. Surtout que la solitude, elle fait autant de mal à la santé mentale qu'à la santé physique. C'est-à-dire que se sentir seul, isolé, même si on est très entouré, c'est l'équivalent de 15 cigarettes par jour. Oui. Imaginez tous ces fumeurs solitaires. Si en plus ils cumulent les deux. Donc, effectivement, non, je suis d'accord. Nathalie, justement, alors les troubles de l'humeur ou de l'anxiété sur la libido et sur les relations amoureuses, ça... Ah bah, bien sûr, on parle de troubles psychiatriques, mais un trouble psychiatrique, c'est un problème de santé, en réalité, où il y a effectivement des effets sur l'humeur, sur les cognitions, mais aussi sur le corps et sur les conduites instinctuelles comme l'appétit, le sommeil et bien sûr la sexualité. Donc dans les troubles de l'humeur et dans la dépression, c'est un état on dit d'anédonie, c'est-à-dire de perte de plaisir et de manque d'énergie. Donc ce ralentissement extrême conduit bien souvent au fait qu'il n'y ait plus beaucoup ni de désir, ni de sexualité, bien entendu. À l'opposé, toujours dans les troubles de l'humeur, chez les patients bipolaires, donc la bipolarité, il faut voir que c'est cette alternance de phases de dépression, de ralentissement, et d'anédonie, donc, et de phases d'excitation, d'agitation et d'hypersensibilité. Dans les phases d'excitation, qu'on appelle des phases hypomaniaques ou maniaques, alors là, il peut y avoir un débordement de la sexualité qui est absolument phénoménal. Et puis chez donc du désir, une libido du forte. désir et de l'acte sexuel. Oui. Donc ça peut même être parfois un petit peu problématique. Bon. Et puis dans l'anxiété, en fait, les patients sont sous tension physiquement et sont souvent très obsédés par leurs préoccupations.
préoccupations anxieuses, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'altérité et à la sexualité, quoique. Si on fait référence à l'apaisement que procure la sexualité, ça peut être aussi un bon anxiolytique. Voilà. Intéressant. Donc, faudra lui donner un nom. C'est ça. Câlin, le câlin. C'est un câlin. Alors, vous savez qu'on a l'habitude de donner toujours. On essaye de donner un regard un peu pluridisciplinaire au thème que nous avons décidé d'évoquer, en l'occurrence l'amour aujourd'hui, et le regard de la philosophie nous intéresse. Je fais juste une petite parenthèse autour de la philo et de la psychologie. Les téléphones, c'est bien, les réseaux sociaux, ça aide, c'est intéressant, il faut communiquer, mais il faut lire. Et lire, alors, en amour, je pense que la littérature, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que je pense qu'on peut trouver autant de livres sur l'amour que de... OK ? Et donc, je pense que c'est intéressant de le rappeler. Il faut vraiment lire. Oui, et puis quand on a préparé l'émission, finalement, tu nous as demandé aussi de faire une rétrospective de ce que la philosophie, comment la philosophie finalement traitait l'amour. Et il y a une phrase qui m'est revenue, c'est « L'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure ». Cette phrase, c'est une phrase de Spinoza. Et quand il écrit cela, finalement, c'est quelque chose de très vertigineux parce que notre équilibre intérieur, notre santé mentale, dépend entièrement d'un autre être humain. C'est ça l'amour. Et si la cause extérieure s'en va, la joie peut s'effondrer. Et c'est précisément pour cela que l'amour traverse toute l'histoire de la philosophie. On va le voir de l'Antiquité jusqu'à Simone de Beauvoir. Et on commence justement avec les Grecs, où les Grecs se sont dit l'amour c'est quand même très compliqué. On va peut-être utiliser 3 mots pour différencier l'amour et pas avoir un seul concept. Donc il y a Eros, qui est le désir passionnel, qui va nous submerger. On a la philia, l'amitié profonde et le respect, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la composition du mot philosophie. Et puis il y a l'agapé, c'est l'amour universel et désintéressé. Alors chez Platon, notamment dans le Banquet, l'amour est une thérapie par le haut, c'est une forme d'ascension. On va commencer par aimer un beau corps, puis on va apprendre à aimer une âme, et enfin on va s'élever vers la beauté pure. Et pour Platon, aimer nous guérit de notre incomplétude. À l'inverse, on a Aristote qui va plutôt miser, lui, sur la sécurité émotionnelle. Il se méfie des passions qui rendent fou. Pour lui, le lien le plus sain et le plus durable, c'est la philia, dont j'ai parlé il y a quelques instants. Et c'est cette amitié fondée sur la réciprocité et la confiance. Et c'est un concept qui est assez moderne, parce que souvent, quand on cherche l'amour aujourd'hui, on se dit aussi qu'on cherche notre meilleur ami dans notre partenaire pour construire un couple solide. Ensuite, ce que Nathalie disait aussi, c'est avec Saint-Augustin, l'amour, ça devient une quête intérieure, mais ça devient aussi une sorte d'ordre social, c'est une sorte d'amour cadre, où on va créer un mariage, et là, c'est finalement presque contractuel, c'est pour solidifier une vision même patrimoniale, donc il y a la notion de père, et le mariage, d'un point de vue étymologique, on a cette notion aussi de mère dans l'étymologie du mot mariage. Et au XIXe siècle, là, on renverse tout, on renverse la table, et c'est le romantisme qui arrive. Et là, c'est vraiment, on veut sortir du contrat social, on veut une fusion totale, être compris intimement. C'est la naissance de nos attentes modernes et de nos plus grandes déceptions. Si on lit la littérature justement romantique, là on va se rendre compte que l'amour n'est pas forcément quelque chose qui ne fait que du bien. Et là Schopenhauer arrive, et pour lui le romantisme c'est une illusion de notre cerveau. L'amour n'est qu'une ruse de la biologie. Parce que ce qu'il appelle la volonté de l'espèce nous pousse à nous reproduire. Et derrière les poèmes, il n'y a que de la chimie génétique. Donc là, c'est un vrai diagnostic de déprime amoureuse. Parce que là, c'est vraiment c'est dans une vision, ce que disait Nathalie, c'est dans une vision reproductrice. Et au XXe siècle, on va avoir Simone de Beauvoir qui vient, sauver notre santé mentale en dénonçant le piège de cette fusion romantique. Et elle montre que l'amour toxique est celui où l'on s'efface. Aimer ne doit pas signifier s'oublier, mais s'enrichir mutuellement. Alors aujourd'hui, le couple moderne, il porte aussi une pression psychologique assez intense, parce que nous voulons tout en même temps, la passion d'Eros, la sécurité d'Aristote, l'émancipation de Beauvoir, et aimer nous rend aussi très vulnérables à l'attente, à la peur de perdre, parce que c'est vrai que quand on parlait des débuts d'une histoire d'amour qui nous rend peut-être énergique, enthousiaste, il y a aussi paradoxalement en même temps
cette crainte de perdre et d'être totalement livré à notre vulnérabilité. Mais la philosophie nous rappelle une chose essentielle, cette vulnérabilité, c'est juste la preuve que nous sommes des êtres de relation qui sont faits pour vibrer ensemble. Voilà. Génial, merci beaucoup. Il faudrait qu'on mette quand même en ligne quelques livres. Alors, oui. Cyrulnik a sorti un livre qui s'appelle « Tomber amoureux, finir attaché ». Je trouve que c'est quand même... Il est quand même... Non, mais il est joliment écrit son livre, c'est intéressant. Il est intéressant, mais il faudrait quand même qu'on donne quelques lectures. Pas que les liaisons dangereuses, des choses aussi qui nous permettent de nous plonger dans la littérature avec une vision à la fois... Même plus contemporaine en plus, tu vois. Donc on va évidemment vous donner, on mettra ça en ligne évidemment. De toute façon, faire une petite rétrospective pour les réseaux sociaux également. Ça c'est super. Juste, puisqu'on parlait littérature et nourriture, je trouve que c'est vraiment intéressant la littérature, certes pour apprendre, mais aussi pour partager. Et ça peut être aussi un sujet d'échange, puisque on a un Books Club justement maintenant avec Dixner. Oui. Voilà. Puisque l'art en général, c'est vrai que ça traite quand même beaucoup de l'amour. Et voilà, c'est aussi une source de nourriture et d'échange. Oui. Voilà. Donc la lecture est une source d'échange, ce qui n'est pas forcément le cas des réseaux, parce qu'on n'a pas grand-chose. Absolument. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Astrid évoquait la notion de toxicité. Il y avait une évocation autour de la toxicité de certains rapports. Comment ça affecte notre bien-être psychologique? Comment notre cerveau peut nous leurrer face à des sentiments là où la toxicité est forte? Alors, c'est ce que la philosophie dont tu parlais a déjà évoqué. En fait, il faut comparer l'amour à une drogue. Et donc, dans un premier temps, comme je le disais, il y a une espèce de profusion de production hormonale et un état de plaisir, de jouissance, un sentiment d'exister qui est extrêmement intense et qu'on n'a pas du tout envie de perdre. On a envie de toujours y retourner. Alors ça, c'est possible quand les deux aménage une relation, qui a des compromis, etc. Mais parfois, la confiance, la bienveillance, tout ça ne sont pas forcément au rendez-vous. Et on court après le fait de combler ce manque. Comme si, tu parlais de sentiment de complétude. Le sentiment de complétude, il est quand même très fugace en amour. Ça ne dure pas très longtemps. Voilà. Donc, il faut aussi apprivoiser le manque qui est intrinsèque à nos personnalités. Et puis, ne pas avoir peur de perdre aussi. Donc après avoir activé ce circuit de la récompense, après cette profusion de dopamine dans le corps, il faut petit à petit attaquer le sevrage pour éviter Oui. On a exactement les mêmes effets que dans la prise de cocaïne ou dans les états maniaques, où on parle d'élévation de l'humeur. Avancer vers le sevrage parce que l'organisme va s'adapter et voilà. Et sinon, on rentre effectivement dans des processus destructeurs, une chronicisation qui vont jusqu'à l'angoisse, l'insomnie, la perte d'appétit, les idées noires et la dépression, avec des risques suicidaires quand même. Donc en fait... Là, tu es en train de nous dire quand même qu'il y a un moment donné où si l'impact est trop fort et qu'on tombe dans ce genre de dérive, là, il faut consulter en fait. Il faut absolument consulter, il faut absolument résister à l'isolement, parce que dans les dimensions un peu plus perverses, il y a surtout tais-toi, ne dis rien, c'est entre nous, etc. Donc surtout, on n'est pas fait pour rester seul et isolé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parler à ses proches, consulter, c'est fondamental. Et identifier tous les signaux physiques. C'est-à-dire que quand on est dépendant, les capacités de jugement sont altérées, on est totalement accaparé par ce retour à l'extase. Donc le jugement, les cognitions sont altérées. Revenir à la connaissance des symptômes physiques, les douleurs, la boule dans la gorge, la boule dans le ventre, l'insomnie, etc., qui sont des motifs de consultation. Il ne faut pas perdre ça de vue quand même, il faut ramener... merci Nathalie, merci beaucoup. Astrid, je donne souvent un exemple, vous savez, quand il y a une relation amoureuse chez les paons, vous savez, les oiseaux. Oui, Léon. En fait, au moment où il y a la séduction, il y a une parade. Une parade pré-dating. Comment tu dis autrement? Pré-dating, en fait, où là, il sort son plus beau panache, où il y a une superbe... OK. Et du coup, après, il la rentre terminée. Donc, J'attends le lien avec la question. Est-ce que tu observes que les gens peuvent être complètement eux-mêmes, ou alors est-ce qu'il y a une espèce de surjeu quand même, ou
Comment ça se passe quand tu les observes dans les rencontres et dans les... Après, il faut dire aussi que je les laisse tranquilles. Je ne suis pas non plus Voilà, tout le temps, là, j'imagine. Non, Mais en revanche, non, c'est plutôt naturel. Plutôt le sourire aux lèvres en arrivant. En plus, comme le concept maintenant existe depuis 3 ans, les gens savent ce qu'ils vont trouver aussi dans leurs expériences. C'est pas comme avant où c'était vraiment tout nouveau. Non, là, justement, ils savent juste qu'ils vont passer un moment et il n'y a personne qui vient mentir puisque c'est pas le but du jeu. Donc, le but du jeu, c'est de passer un bon moment et généralement, on passe un meilleur moment quand on est nous-mêmes. Que quand on s'invente. Donc on peut être soi-même en fait. Et en même ça, temps, oui, parce qu'après il faut enlever la tenue, bien sûr. Tranche d'âge. On va de 18 à 79 ans. 18. Mais on match par tranche d'âge. On a fait au début beaucoup de tests de pouvoir voilà, passer un bon moment parce que le but du jeu, comme c'était amical, c'était en fait d'avoir des discussions. Puis c'est sympa, moi je trouve, d'échanger à n'importe quel âge. En revanche, il n'y avait pas énormément de relief, c'est-à-dire que quand on parle de voyage, on ne vit pas l'Afrique pareillement à 20 ans qu'à 65. Donc en fait, les gens ne se reparlaient pas derrière pour s'échanger des tips. Petit mot encore nouveau, des tips. Et donc, du coup, moi, je trouvais ça dommage parce que le but du jeu, c'était vraiment de recréer du lien social, donc du début à la fin, puis aussi avec l'après. Donc voilà, on a testé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, on est entre 6 et 10 personnes. Je viens de penser que je t'avais pas répondu. Donc, du coup, voilà, c'est des groupes... C'est des petits groupes quand même. On peut petits se parler. groupes. Oui, on peut se parler. Ah, c'est le but, bah oui. Ouais. Ouais. Non, on va pas s'écrire des SMS non, pour échanger de... Non, c'est justement... Parce qu'à 10, on a fait aussi des tests. Est-ce que c'est mieux 12 ? Est-ce que c'est 8 ? Machin. Et 10, c'était le bon nombre pour nous. C'est pour ça qu'on s'appelle Dixner. Ça veut dire 10 à un dîner. On a été très contents, c'est pour ça que je suis contente de pouvoir te le dire. Merci. Et on était très fiers d'avoir trouvé ce nom. Et du coup, quand tu es à 10, tu peux avoir une discussion commune et puis tu peux aussi créer des petits groupes dans le groupe. Mais on a aussi des expériences à 6 parce que les discussions sont tout de suite un peu plus intimes, entre guillemets. Intime, attention, ça peut tout rien dire aussi, mais... Voilà, donc à 6, on sait que ça se passe très bien parce que pour les plus timides, c'est plus sympa de pouvoir échanger directement avec une personne tout de suite, voilà, dans tous les sens. C'est des sujets communs. On a eu la possibilité d'échanger un peu évidemment par téléphone avant que tu viennes ici. Et j'ai cru comprendre que tu ouvrais à d'autres petites surprises qui arrivaient. Oui. On peut en parler ou c'est top secret ? Oui, bien sûr, on a lancé notre propre lieu qui s'appelle la Maison Dixner. D'accord. Tu veux que je t'en parle maintenant ou oui, tu veux me poser la plaisir. question ? D'accord. Eh ben, on a lancé, j'ai eu les clés il y a 4 jours et on est déjà dedans, on a tout déménagé. C'est un espace qui va être un lieu de rencontre, d'expérience immersive. Ça s'appelle la Maison Dixner, c'est à côté de Montmartre. Et dedans, on organise des dîners, mais encore plus, parce qu'on garde quand même nos partenaires, nos restaurateurs. On en a 150 aujourd'hui, on est très content de l'aventure avec eux. Donc les dîners restent dans les restaurants, mais il y a une version un petit peu plus dans la maison de Dixner, c'est-à-dire avec un chef étoilé qui va venir vous préparer à manger, ou sous forme d'apéro dînatoire avec à ce moment-là un cours de mixologie pour apprendre à faire un super cocktail, enfin 2 super cocktails en l'occurrence. Voilà, dégustation de saké en 4 temps avec... mais attendez, on va y aller. On y va, on lâche tout et on y va. Et donc il y aura des expériences 7 jours sur 7, des books club, des running avec le petit déjeuner après là-bas. C'est un très bel espace parce qu'on voulait en fait créer un espace qui nous appartienne, qui nous ressemble et où on peut tout de suite, parce que nous on est très proche de nos convives, donc on connaît leurs besoins et leurs envies, donc on avait envie de tout de suite pouvoir mettre en place des choses pour eux, parce que nous, il y a beaucoup de gens qui reviennent faire des expériences. On a des convives qui en ont fait plus de 50 en 3 ans. Donc dîner, c'est bien, mais on peut aussi faire des débats autour de l'art, des thématiques, des passions. De la philosophie. Par exemple. Mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous donner une phrase qui revient le plus parmi, pas tes invités, mais tes clients, ça s'appelle comme ça, qui dit merci parce que c'est ce dont on a besoin à notre époque. Le merci, je l'entends beaucoup. Moi, mes convives, ils m'écrivent très très souvent, que ce soit par mail, sur Google ou par SMS, n'importe quel jour... n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pardon. Et merci d'avoir boosté ma semaine, merci d'avoir fait du bien à ma santé mentale.
merci, j'ai déjà rebooké une nouvelle expérience. Non, le merci est très récurrent chez nous, mais on bosse dur pour ça. Et c'est génial pour ça. Et est-ce que, non, j'imagine que c'est du boulot, parce que là, on en parle. Boulot, Non, mais c'est évidemment. génial. Bah, Quel luxe de faire du bien aux gens. Exactement. Et du coup, est-ce que les réseaux, les applications de rencontres sont abandonnées, du coup, avec ce genre de... Est-ce que tu entends parler de ça ou pas? Alors oui, je sais que beaucoup viennent chez nous parce que justement, ils en ont marre, ils ont été très déçus, ils veulent complètement... Puis nous, en plus, on est anti-surconnexion chez Dixner. Hein. Le moment où on est sur son téléphone, c'est juste pour booker son expérience. Après, personne ne le sort autour de notre table, donc je pense qu'ils sont possiblement encore sur des applications de rencontres, mais en tout cas, je pense qu'ils les voient différemment. Parce qu'ils ont été eux-mêmes autour d'une table, ils ont entretenu des conversations toute la soirée, ce qui peut-être n'arrive pas, je pense, autrement que quand tu dates et si la personne daigne te rencontrer. Parce que tu peux lui parler 3 mois, puis en fait, elle te ghoste et puis fini, quoi. Et là, tu te demandes... Alors tu lui as tout dit pendant 3 mois, puis en fait, c'est terrible parce que c'est du consumérisme. En fait, les gens ne peuvent pas s'empêcher sur les applications de rencontres amoureuses de se dire que la personne avec qui ils vont parler prochainement sera mieux que celle avec qui ils ont entretenu 3 mois de relation épistolaire. C'est ça qui est terrible et c'est très cruel. Donc nous, on a beaucoup de petits cœurs brisés à cause de ça, mais on en prend soin. Ah non, mais c'est horrible. C'est-à-dire que là, il y a des... Et puis alors, c'est un enchaînement en plus. Ça fait 3 mois que je pars. Après, tu te méfies de l'autre, que ce soit en réel ou justement sur l'application. Tu te dis, mais qu'est-ce qui me fait pas... Il va pas m'arriver la même chose avec le prochain ou la prochaine à qui je vais parler. On perd confiance en soi, c'est horrible. C'est un miroir difficile, là, je suis d'accord. Merci beaucoup, merci. Alors, tu évoquais la tranche d'âge, 18, 79, je crois, tu as dit. Nous, il y a une tranche d'âge qui nous intéresse, c'est la cinquantaine. Alors, pour David, parce que nous, non, mais en revanche, David, ça l'intéresse beaucoup. Et David va nous parler un petit peu de cette tranche d'âge, comment elle vit. Ben, merci Marc, parce que si Alix nous a dépeint l'amour chez les jeunes, moi je vais en parler, mais pour les 50+. Je vais les appeler comme ça parce que j'avais commencé à faire ma chronique avec le mot senior et c'est pas beau. Donc moi je vais vous parler de « Et si l'amour après 50 ans était une nouvelle vie sentimentale ?» Alors on assiste à un phénomène massif, l'amour après 50 ans, il explose. Voilà. On parle souvent des jeunes avec les applis, mais la vraie révolution en réalité elle est chez nous, les plus de 50, parce que chez nous, parce qu'on a découvert l'utilisation du téléphone. Aujourd'hui en France, les amoureux matures, je vais les appeler comme ça, vivent une transformation profonde avec leur vie affective. Alors, on en parlait tout à l'heure, les divorces, et c'est une jeune qui en parlait, hein, voilà, j'ai bien aimé la notion de nos parents sont peut-être plus la référence en termes d'amour idyllique, donc on se raccroche à nos grands-parents. Donc les divorces après 50 ans ont explosé, ils représentent un divorce sur 4. Chez les hommes, on est passé de 17% en 1996 à 38% en 2016, et chez les femmes de 11% à 29% sur la même période. Alors, les générations nées après 1945 ont connu beaucoup plus de ruptures et de remises de couple que leurs propres parents. Et surtout, un quart des hommes et des femmes de 50 ans ont déjà vécu au moins 2 unions. Donc, on n'est plus... Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est plus dans le « pour la vie », mais on est dans le « pour la vie qu'il me reste ». Alors pourquoi justement Alors pourquoi Alors pourquoi autant de séparations tardives? Donc les études montrent un facteur assez inattendu, la santé. Et là je parle de la santé, aussi bien physique mais aussi mentale. Quand la femme tombe malade, le risque de divorce augmente fortement. Quand c'est l'homme, ce risque est beaucoup plus faible. Alors, cela révèle quelque chose de très profond. Voilà. Les rôles de genre traditionnels pèsent encore lourd dans les couples seniors. Mais il y a aussi une autre raison. Les 50+ veulent vivre mieux, pas seulement vivre plus longtemps. Ils cherchent une vie plus alignée, plus libre, plus authentique. Alors comment ils vont faire? Alors, à part Dixner, évidemment. On vous attend. Eh bien, voilà, mais j'avais prévu d'en parler. Voilà. Donc, contrairement aux clichés, ils ne sont pas hors marché. Voilà. On n'est pas relayé au solde. Hein, voilà. On a même nos propres tendances qu'on affiche. Alors, il y a bien évidemment les applications.
un senior sur 5 a déclaré avoir recours à une application de rencontre. Les plus utilisés donc, sont Mythique, Disons Demain, Elite Rencontre. 1 sur 5 et tous ceux qui sont floutés et qui n'osent pas le dire. Donc, Voilà. ça fait... Mais ça, c'était chez les jeunes. C'est vrai. Voilà. Et donc, ces applications avec plus ou moins de critères de sélection. On assiste, et ça, Astrid, merci d'en avoir parlé, à ce phénomène de diners dating qui n'est autre qu'une alternative. Enfin, je pensais que c'était une alternative au speed dating, mais tu en as suffisamment bien parlé. Donc, le principe, hein, on l'a dit, c'est on est entre célibataires, mais surtout inconnus. Voilà. Ce qui marche beaucoup chez les 50+ aussi, ce sont les amis, les activités qui restent le premier lieu de rencontre. Donc randonnée, danse, ateliers culturels, voyages. Le travail reste un lieu de rencontre pour environ 10% de cette population. Donc à 20 ans, on cherche à faire des rencontres via les écrans. À 50 ans, on marche, on danse, on voyage et on rencontre. Alors attends, c'est intéressant parce que du coup, on se rend bien compte qu'il y a une ou deux premières parties de vie où on cherche peut-être la rencontre pour toujours. Ça marche à première vue pas, malheureusement, pour tout le monde. Donc finalement, à cet âge-là, on cherche quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Alors, les études montrent un changement profond des attentes des 50+. Alors, selon une enquête de Disons Demain, 90% disent que leur vision du couple a complètement changé. Attends 2 minutes, parce que là, tu dis Disons Demain, c'est quoi ? C'est une application. D'accord. Marc, si tu m'avais écouté, je l'ai dit un petit peu plus haut. Voilà. Pas compris. Je croyais Disons Demain, ça voulait dire demain. Non, c'est le nom de cette application. D'accord. Voilà. De rencontres, ouais, voilà. Qui s'adresse à des personnes de 50 ? Ouais, disons qu'avec des critères un peu plus sélectifs. Voilà. D'accord, ouais. ok. 47% d'entre eux cherchent avant tout la simplicité et la complicité. 23% veulent préserver leur indépendance. C'est quelque chose d'important aussi, ça. 52% ont gagné en clarté émotionnelle. Donc, à 50 ans, on ne cherche plus quelqu'un pour construire sa vie, on cherche quelqu'un pour la savourer. Ok. C'est quoi une clarté émotionnelle ? Tu saurais répondre, vous savez ce que je veux dire ? On se connaître un petit peu mieux, peut-être. C'est ça, on connaît ses émotions, c'est comment... connaître ses limites. T'as plus d'expérience. Et puis mieux se connaître pour connaître les autres, pour apprendre à connaître les autres. Pas forcément dans le sens de nombriliste, non, au contraire, tout pour à fait. connaître à la fois les ressources et les limites. Savoir ce qu'on ne veut plus. Oui, ce qu'on veut plus. Alors, justement, c'est intéressant parce que psychologiquement, est-ce qu'on y croit encore à 50 ans à l'amour, ou alors est-ce que ça devient une espèce de parcours juste de relation amicale ou amoureuse, ou comment ça marche ? Alors la réponse est oui, on y croit encore, voilà, mais différemment. Alors les 50+ sont moins dans la fusion, mais plus dans la lucidité. Comme tu le disais, ils savent ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent plus. Ils cherchent la sécurité affective, la bienveillance, la stabilité émotionnelle et un partenaire qui respecte leur rythme. Ce n'est pas du renoncement, c'est de la maturité affective. Alors, quel est l'impact sur la santé mentale ? Nathalie en parlait, hein, l'amour protège, mais la solitude fragilise. Donc les recherches en psychologie montrent qu'une rupture tardive peut provoquer un choc identitaire, une perte de repères, voire un épisode dépressif. La solitude prolongée, elle, augmente le risque d'anxiété, de dépression et même de déclin cognitif. Mais à l'inverse, trouver l'amour, ça permet de retrouver un lien affectif et améliorer sa santé mentale. Ça réduit son stress, ça augmente l'estime de soi, ça renforce la motivation à prendre soin de sa santé. Donc l'amour après 50 ans, c'est pas seulement une histoire de cœur, je te vois venir, c'est une histoire de santé. Voilà. C'est marrant, vous me prêtez. Donc je conclurai la chronique en disant que l'amour après 50 ans, c'est pas une seconde chance, c'est une nouvelle version de soi. J'utilise souvent ça. Plus libre, plus lucide, plus choisi et surtout plus essentiel pour la santé mentale et le bien-être. Bon, génial. En tout cas, effectivement, tu as soulevé une question que tu me prêtais comme intention, mais je ne l'avais pas. Tu projettes bien comme il faut, j'ai l'habitude avec toi. En revanche, je pense qu'il faudra à un moment donné qu'on en parle de faire une émission sur la sexualité, parce qu'on ne l'a pas faite et c'est vrai que j'en ai parlé un peu de cette émission sur l'amour et tout le monde est « Ah ouais, vous allez parler de la sexualité ». Peut-être pas là, mais il faudra qu'on revienne. J'ai 2 questions pour terminer. Une à Nathalie. Est-ce que dans ta consultation, l'amour, est-ce que c'est quelque chose qui est souvent évoqué ? L'amour, ça fait partie de nous, depuis le premier jour de notre naissance jusqu'à
la fin de nos jours, enfin de notre vie. Et donc on se construit dans l'amour des parents, enfin bon, puis tout ça, ça évolue vers l'altérité et le sentiment amoureux. Donc oui, on est construit par l'amour, ou le malamour d'ailleurs, et ça conditionne un peu nos schémas, notre rapport au monde, avec la sécurité, mais aussi parfois avec des peurs de l'abandon, du rejet, ou la croyance erronée que l'autre est là pour combler toutes nos failles et tous nos manques. Non, c'est pas le cas. Fugace. Fugace, voilà. Donc, oui, donc un motif énorme, puisque c'est un peu notre rapport au monde qui est mis en jeu. Hein. Ouais, donc c'est fréquent quand même. Bah oui, et puis on est des animaux grégaires, on n'est pas là pour être solitaires, dans nos coins, on a besoin les uns des autres. Alors justement, ça tombe bien, parce que c'est la question que je voulais poser à Astrid. Vous travaillez autour du lien social, pardon. Ok, oui. Astrid, c'est un peu le fond de... C'est le nerf de la guerre chez moi. C'est le nerf de la guerre, on est d'accord. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, selon vous, dans les relations humaines? Vous avez 2 heures. Je t'en prie. Il manque un peu d'honnêteté, je pense, parce qu'on se cache beaucoup derrière des expériences passées, des peurs, des choses comme ça. Et puis finalement, en fait, je trouve que ça attire beaucoup de comportements égoïstes, parce qu'on ne se rend pas compte du mal qu'on fait, on pense d'abord au bien qu'on s'apporte dans une relation. Donc je pense que ça manque d'honnêteté envers nous-mêmes, envers les autres. Donc honnêteté sera le mot de la fin pour moi. D'accord, c'est vrai que c'est important. Bon, en tout cas, merci Astrid une fois de plus d'être venue. Merci à Tess qui a dû nous quitter, d'être venue nous témoigner ce que les jeunes pensent et vivent en termes d'amour. Merci à la leçon lexicale qu'on a trouvée aujourd'hui. Merci à toi, Alix. Merci à vous tous d'être venus. Merci d'avoir regardé l'émission. On se retrouve évidemment le plus vite possible. On va essayer peut-être la sexualité. Pourquoi pas la prochaine fois? On verra si on peut traiter de ce problème. Pourquoi pas? Exactement. Merci à vous. Je vous souhaite une belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.